Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de votre émission dominicale Wikeko, la première de cette année 2022 que nous souhaitons prospère pour toutes et tous. Les promoteurs des startups constituées en sociétés et innovant dans le secteur du numérique ont désormais de quoi se réjouir à compter justement de cette année 2022. Le nouveau Code général des impôts adopté en décembre dernier prévoit à leur profit des mesures fiscales incitatives, de quoi booster leur créativité. De quoi retournent concrètement ces mesures? Eh bien, on va en parler avec une invitée qui nous vient tout droit de la Direction générale des impôts. Mais avant, dans le décryptage, on va faire le bilan de l'année 2021 qui vient de s'écouler. Une année certes difficile en raison des effets de la pandémie de Covid-19. Entre ralentissement de l'économie, de l'activité économique et choc exogène sur l'économie nationale, eh bien, cette économie ploie, mais apparemment, elle ne rompt pas encore. Que retenir de l'année 2021 et quelles perspectives pour l'année 2022? Les confrères seront en plateau pour en parler avec nous. Merci donc de nous rejoindre sur cette émission. Tout de suite, le mini-journal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le mini-journal de Wikeko. État de la Nation en 2021, le chef de l'État a délivré son message à l'Assemblée nationale, un exercice qui lui a permis de présenter le parcours du Bénin dans tous les secteurs de développement au cours de cette année qui s'achève. Patrice Talon a également annoncé des perspectives pour 2022. Voici un bref aperçu des actions et réalisations socio-économiques du gouvernement dans le secteur socio-économique en 2021. Au titre de mon second mandat, c'est un message d'espoir en l'avenir et marqué par une volonté manifeste de travailler pour un Bénin prospère et radieux que Patrice Talon a délivré à l'Assemblée nationale. Et les progrès déterminants qu'ensemble nous avons réalisés. Un exercice républicain qui aura permis à Patrice Talon de faire observer que le Bénin a amorcé une phase de développement global qui fait que le pays se porte de mieux en mieux. Mais tout n'est pas rose. La lutte contre la pandémie du Covid-19, selon le chef de l'État, est l'un des défis majeurs en dehors du défi sécuritaire de plus en plus préoccupant qui ne cesse de compromettre l'économie béninoise. Les prix des produits manufacturés flambent, autant que ceux des produits d'exportation ou des matières premières, sans oublier ceux des moyens de transport. Alors même que les droits de douane, les taxes et les impôts n'ont connu aucune augmentation dans notre pays et que par ailleurs, les performances de notre agriculture sont remarquables en matière de production vivrière notamment. Nous sommes victimes d'une situation globale. Et c'est la lutte victorieuse contre la pandémie qui aidera principalement à inverser cette tendance à la cherté de la vie. En plus de travailler à inverser cette tendance à la cherté de la vie, Patrice Talon reste optimiste en ce qui concerne les défis du développement socio-économique. Tous les chantiers engagés pour structurer et moderniser notre pays seront poursuivis et de nouveaux seront lancés. Le temps qui nous reste, Mesdames et Messieurs, sur l'Assemblée, pour ce second quinquennat, sera suffisant pour impulser tout cela et donner désormais à notre pays une réponse positive, un espoir. Sur les divers chantiers du développement, Patrice Talon reste optimiste et confiant. Et sur le plan de la création d'emplois des jeunes, le président de la République ne manque pas d'ambition. Pour faire en sorte que dans tous les domaines de vie, aussi bien en ce qui concerne nos besoins essentiels de base, comme l'eau, l'électricité, les infrastructures routières, la santé, l'école, nous allions le plus loin possible afin que plus jamais cela ne figure dans les revendications, dans les requêtes de nos concitoyens. Nous allons œuvrer de sorte qu'il y ait de plus en plus d'emplois pour nos enfants, pour nos jeunes, pour nos seniors qui malheureusement ont passé leur vie à espérer avoir un emploi.
Notre développement est à notre portée, rassure Patrice Talon. Il promet à travers ce premier discours de son second quinquennat que le gouvernement fera davantage d'efforts pour amplifier nos progrès socio-économiques. Période des fêtes, le marché des biens d'occasion draine du monde. Un marché qui connaît aussi une croissance exponentielle aujourd'hui au Bénin. Une croissance qui soulève des interrogations quant aux raisons de son développement et aux conséquences possibles pour les consommateurs. Qu'est-ce qui motive certaines personnes à aller vers ces objets et comment s'y prendre en cas de défaillance? Les précisions dans ce reportage. On note aujourd'hui dans nos grandes villes la vente d'objets d'occasion. Les usagers de ce vaste marché s'en sortent avec diverses fortunes. Il y a de cela 2 semaines, j'ai payé une moto pour mes soeurs pour qu'elles puissent aller à l'école. Après avoir payé la moto, le monsieur m'a tout assuré pour dire que c'est clean, mais plus tard, je me suis retrouvé à dépenser 50 000 et plus dans la moto. Sito Bada Vico garde un mauvais souvenir de cette expérience. D'autres, par contre, estiment que ce n'est pas parce que les produits d'occasion sont déjà utilisés qu'ils perdent de la valeur. Ce sont des trucs résistants, les prix sont à la portée de tout le monde. Donc ce sont des trucs qui aident et disons ceux qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir prendre des trucs neufs à s'en en procurer en fait. Moi j'ai payé plusieurs produits d'occasion et ça a duré. J'ai pu acheter un PC portatif en occasion. Ouais, donc pour moi j'ai eu la chance que l'ordinateur portatif marche. Pour la plupart des usagers rencontrés, derrière les objets d'occasion se cache un piège. Quelqu'un qui a déjà utilisé un truc et qui veut revendre, c'est tellement que le truc a un petit problème. Les produits d'occasion souvent se présentent sous 2 aspects. Lorsque quelqu'un décide de vendre quelque chose, soit la personne a un problème financier direct, ou soit la chose que la personne décide de vendre a un problème. Et pour éviter cet état de choses, ce type d'achat devrait se faire sous certaines conditions. Il faut premièrement s'assurer de la propriété effective de celui qui est en train de vous vendre cet élément-là. Sinon, vous pouvez être poursuivi pour recel. Deuxième élément, ce sont les risques qui peuvent arriver dans ces genres de transactions-là. C'est-à-dire, vous prenez un bien d'occasion auprès de quelqu'un, après vous constatez une certaine défaillance. Vous savez, dans les boutiques, formellement, il y a les questions de garantie où quand vous êtes dans le délai, vous pouvez repartir pour aller changer. Mais dans nos relations contractuelles, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, ces éléments n'existent pas. Ça veut dire quoi? Lorsque ça arrive comme ça et que vous approchez de votre co-contractant qui reconnaît l'erreur, vous pouvez régler entre vous. Lorsque vous ne vous entendez pas, vous allez donc vous référer aux autorités compétentes, notamment, je veux dire, la juridiction compétente pour vous voir trancher un litige, parce que là, c'est un litige qui naît. Au-delà des réticences qu'on peut avoir et qui peuvent être difficiles à surmonter, l'achat des objets d'occasion est néanmoins à la portée du citoyen lambda. Intéressons-nous à présent à notre alimentation en période de fête. Attention surtout à ce que vous mangez et buvez. Le système digestif supposé être en bonne santé est capable de gérer l'assimilation des aliments sans problème. Mais lors des fêtes, il est fréquent de s'autoriser des excès. On assiste donc à un mélange de plusieurs types d'aliments avec de possibles conséquences sur la santé. Que manger pendant la fête afin d'éviter une intoxication alimentaire? Amandine Aliaboussou nous édifie à travers cet élément. La période des fêtes rime souvent avec la malbouffe. C'est une période pendant laquelle tout est permis. L'alimentation est déséquilibrée, les mets les plus raffinés s'invitent à table. Difficile de résister bien longtemps, mais attention, la santé devient la première victime de ces consommations intenses. Les sucres et les cholestérols que vous envoyez là-bas et l'inflammation au cours du métabolisme, tout ça là, il faut 14 heures pour l'organisme pour pouvoir éliminer, pour pouvoir être à l'aise. L'organisme range ça, transforme ça en graisse, ce qui entraîne l'obésité plus tard. Si vous exagérez, d'abord, il y a le ballonnement qui vous attend, il y a l'intoxication alimentaire qui vous attend,
Donc, il faut pas exagérer. Pendant les fêtes, la consommation d'alcool a tendance à augmenter. Certains en consomment en grande quantité alors qu'ils n'en ont pas l'habitude. Quand vous envoyez par exemple l'alcool, même le soda, ce que nous courons dans l'avenir, c'est que vous n'aurez plus soif. Vous ne saurez même pas quand vous aurez soif, quand vous aurez faim. Donc tout est mélangé. On ne dit pas de ne pas prendre de la bière. Quand je peux prendre une petite bouteille de bière, c'est bon pour moi. Quand je peux prendre 1 ou 2 verres de vin, c'est bon pour moi. D'accord? N'allez pas boire jusqu'à ne plus vous contrôler. Pour éviter tout désagrément, l'alimentation doit rester variée et diversifiée, même s'il s'agit d'un repas festif. Quand vous prenez un plat, 50% de ce plat dans une journée doit être les fruits et les légumes. Et puis un quart ou un peu plus que le quart doit être les repas qui donnent de l'énergie. Et puis un peu moins de quart, les repas qui sont les protéines que l'organisme utilise pour faire les réparations. Pendant la fête, oui, quand vous vous réveillez, restez ensemble et faites des salades de fruits, des salades de légumes et prenez ça. C'est très bon pour l'organisme. Et ensuite, vous pouvez prendre maintenant les repas consistants, mais il ne faut pas exagérer. Le soir, vous pouvez toujours manger et manger léger. On doit boire et ce que nous devons boire s'appelle l'eau. Le minimum d'eau qu'un être humain doit consommer par jour, c'est 2 litres d'eau. Pour manger sainement, la qualité prime toujours sur la quantité et surtout, profitez de ces moments conviviaux de partage avec ceux que vous aimez. C'est aussi le moment de se faire plaisir. C'est la fin de ce mini-journal. Wikeko se poursuit avec Ulvaeus Balou. À présent, on va parcourir les journaux parus cette semaine. La revue de presse économique, c'est une présentation de Alexandra Jotan. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette revue de presse hebdomadaire. C'était un rendez-vous attendu de tous, le traditionnel discours sur l'état de la nation présenté au mois de décembre par le chef de l'État devant les élus du peuple à Porto Novo. Les journaux ont fait de cette actualité leur chou gras au lendemain de l'événement. Le jeudi 30 décembre, la presse du jour titre à propos « Message du chef de l'État à la nation, les chantiers engagés pour la modernisation du pays seront poursuivis. Le Bénin doit continuer à écrire les belles pages de son histoire. Nous serons à la hauteur des attentes. » Affiche Fraternité reprenant aussi les mots du président Talon. Message du chef de l'État à la nation vers un effort pour la maîtrise de l'inflation sur les marchés, placade Le Progrès. Selon le chef de l'État, la cherté actuelle de la vie est principalement due aux effets induits de la pandémie de Covid-19. Patrice Talon a reconnu dans son discours que les prix des produits manufacturés flambent, autant que ceux des moyens de transport, alors même que les droits de douane. Les taxes et les impôts n'ont connu aucune augmentation dans notre pays et que, par ailleurs, les performances de notre agriculture sont remarquables en matière de production vivrière notamment. Et parlons des mesures d'atténuation des effets de la Covid-19 au Bénin. Le déblocage des fonds d'appui du gouvernement aux opérateurs économiques survenus en début de semaine n'est pas passé sous silence. Effets économiques du Covid-19, le gouvernement distribue près de 10 milliards aux entrepreneurs, relaie l'événement précis. Si certaines entreprises ont reçu plus d'1 million de francs CFA, les auto-entrepreneurs de l'informel, mais qui ont fait les formalités requises avant d'être pris en compte, ont reçu autour de 200 000, détaille le journal. Mesure Covid-19 à l'aéroport de Cotonou dès 2022, pas de test à l'arrivée, de nouveaux délais de validité. C'est le journal du service public La Nation qui nous apporte l'information. Dès le 1er janvier 2022, de nouvelles mesures sanitaires entrent en vigueur pour les voyageurs à l'aéroport international de Cotonou. Plus de tests de dépistage PCR de la COVID-19 à la descente. C'est une décision du gouvernement annoncée à travers un communiqué du ministre de la Santé.
Autre information pêle-mêle traitée par les journaux. La Nation, dans sa parution du 27 décembre 2021, affiche en manchette « Projet asphaltage, forte demande des communes ». Le journal indique que la deuxième phase du projet serait en effet objet de toutes les convoitises. La première phase du dit projet a changé le visage des communes bénéficiaires, facilitant ainsi le déplacement des personnes et des biens. En attendant la deuxième phase, les appels incessants au gouvernement se font pour en bénéficier. Et puis, pour finir, parlons de la première édition de la campagne nationale de la planification familiale pour des accouchements responsables et sécurisés, informe le journal Fraternité qui a choisi d'informer ses lecteurs sur l'événement lancé le jeudi 23 décembre dernier. Fin de cette revue de presse hebdomadaire. Merci d'avoir choisi être au rendez-vous de ce tout premier numéro de 2022. Je le disais à l'entame de cette émission, dans le décryptage, on va plutôt faire le bilan de l'année 2021 et poser un regard prospectif sur l'année 2022. Tout de suite, le décryptage. Et en plateau, ici avec moi, Moïse Dosoumou. Moïse, bonjour. Bonjour Ilvaïus, bonjour mesdames, messieurs. À côté de Moïse, lui, il est tout nouveau sur ce plateau. Marcel Fouetto. Marcel, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être là. Merci. Alors, mercredi dernier, Marcel, le chef de l'État, on l'a tous suivi, a adressé son message à la nation devant la représentation nationale. Qu'est-ce que vous retenez de ce message-là? Moi, j'appelle ça un exercice constitutionnel qui est prévu et que le chef de l'État a pris l'habitude pendant les 5 premières années de son tout premier mandat de faire. Donc, il est habitué à ça. Il est vrai, pour une population de plus de 11 millions d'habitants, si vous devez interroger tout un chacun sur l'avis, l'appréciation de la sortie du chef de l'État par rapport à cet exercice-là, vous aurez autant d'avis que vous aurez. Mais de façon générale, il faut reconnaître qu'il a essayé de toucher les grandes lignes, même si personnellement, je m'attends peut-être à un ou deux sujets qu'il a peut-être habilement essayé d'éviter. Il est vrai aussi que ces questions peut-être que je vais évoquer nécessitent que l'on touche, que l'on intervient avec beaucoup de prudence parce que ce sont un peu, à mon avis, des sujets un peu sensibles. Ok. Alors Moïse, vous, quelle est la lecture que vous faites de ce message-là du chef de l'État? À écouter le chef de l'État, on a comme l'impression que tout va bien comme dans le meilleur des mondes. Parce que j'ai eu le sentiment qu'il n'a donné, disons, sa part de vérité que sous son prisme à lui. Il aurait fallu qu'il interroge, qu'il vienne vous interroger. Je ne sais pas ce que... Enfin, forcément, il y a le droit des fiches, il y a certainement des constats, des enquêtes et tout le reste, enfin, je suppose. Oui. Et que c'est la résultante de tout ceci qu'on a eu dans le discours. Mais je n'ai pas le même avis que lui quand il estime que tout va bien, que le Bénin est sur une bonne voie et tout. Ce n'est pas forcément le même avis que je partage avec lui. Et d'ailleurs, lui-même le reconnaît. Même quand il dit que tout va bien, il reconnaît que la vie est très chère. Oui. Et il attribue cette cherté à la Covid. Oui. Bon, c'est ce que je ne comprends pas dans l'affaire. Oui, mais on sait que la Covid quand même a engendré sur le plan international l'augmentation des coûts. Donc forcément, le Bénin n'est pas épargné. Au niveau des productions locales, il y a également une hausse des coûts. Vous avez constaté. Et ça, ce n'est pas la résultante des chocs internationaux. Forcément. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'interne pour que nos produits auxquels nous étions habitués à un coût accessible, à un coût raisonnable, flambent de cette manière-là? Mais c'est quoi la raison? Donc vous n'êtes pas d'avis que le Bénin se porte de mieux en mieux? Quand même, en 2016, le Bénin ne se portait pas tel qu'il se porte aujourd'hui. Il y a eu quand même de... Le Bénin est constitué de plus de 11 millions d'habitants. Oui. Et nous connaissons les besoins fondamentaux de l'homme. On parle de besoins fondamentaux. C'est-à-dire, sans ces besoins-là, vous n'êtes pas homme. Se loger, se vêtir, se soigner, se nourrir et puis avoir accès à l'éducation. Quand on prend juste le besoin le plus important, se nourrir. S'il y a une flambée au niveau des prix des produits de première nécessité, c'est que les gens ne se portent pas bien. Déjà à ce niveau.
Alors qu'on sait que notre pays compte un nombre important d'extrêmes pauvres. Je ne parle même pas encore de la classe moyenne. Je parle des personnes vulnérables. Elles sont immenses, elles sont très nombreuses. Et d'ailleurs, vous allez constater que l'année écoulée, lors de la crise de la Covid, quand c'était vraiment à son pic, le chef de l'État a refusé seulement d'enfermer les gens chez eux, sous le motif que, parce qu'il a conscience que c'est le travail de la veille qui assure justement la nourriture du lendemain, la popote du lendemain. C'était son thème. Et quand on dit ça, c'est que ce sont des personnes qui n'ont pas de ressources que celles qu'elles ont lorsqu'elles vont travailler. Et en termes de ressources, on parle de pitance. C'est des gens qui sortent de chez eux pour aller chercher 1 000 francs, 1 500, 2 000 par jour. Et c'est dans ça qu'ils vont se vêtir, se soigner, se loger, se nourrir. Mais quand ces personnes qui sont très nombreuses n'ont que ça, et qu'à côté les prix flambent, vous êtes sûr que tout ce monde-là va bien? C'est la question que je me pose. Donc pour moi, c'est que ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, Marcel, Moïse fait la lecture que ça ne va pas, flamber des coûts de produits, mais le chef de l'État estime quand même que la Covid-19 a engendré l'augmentation des coûts sur le plan international et que le Bénin également. On ne va pas dire qu'on n'a pas produit suffisamment, on a produit suffisamment, mais après, il faut exporter et tenir compte. Avant d'en arriver là, je voudrais d'abord rappeler à Moïse que déjà en 2018, on sortait d'une crise économique qui était mondiale. Et que déjà 2018 essayait de redresser un peu la pente et tout le monde criait à une sorte de satisfaction. Et là, nous retombons avec cette crise. C'est vrai, tout le monde reconnaît que cette crise a eu des conséquences, a eu des impacts directs sur l'économie. Et ce n'est pas seulement au Bénin. Mais ce que moi, personnellement, je reproche un peu, quelles sont les mesures d'accompagnement qu'on a trouvées? Ça a manqué, ça tout le monde le sait. On a eu quelques difficultés à vraiment aider la population à supporter parce que on a estimé que déjà le Bénin a déjà ses difficultés personnelles et que s'il faut tout de suite aller trouver des solutions rapides pour endiguer, parce que jusque-là, on ne savait pas quand est-ce que la crise, cette pandémie prendra fin. Si on prenait tout juste cette habitude et on n'adapte pas la population à faire face, on risque de se retrouver face à un autre problème. Et là, du coup, le chef de l'État a estimé que voilà, il vaut mieux laisser la population vaquer normalement à ses préoccupations. Mais tout le monde s'attend, parce qu'on a vu ce qui se passe dans certains pays à côté où systématiquement, l'État est allé au secours de la population. Ce n'est pas que le Bénin a une population où les gens sont mieux lotis que ce qui se passe dans ces pays voisins. Et pourtant, il y a eu un social. Bref, c'est pour dire que les mesures sociales qui devaient accompagner la population en cette période de crise, on n'en a pas. On a quand même eu, encore récemment, il y a eu les entreprises ont été soutenues. Il y a une première vague, il y a une seconde vague. C'est arrivé, la première vague est arrivée quand? Bien après. Mais il fallait faire un état des lieux. Qu'il vous souvienne, la crise a commencé vers la fin 2019 et toute l'année 2020, on a eu autant de difficultés. Et mieux, quand ils ont lancé ce soutien-là, vous savez, la majorité de ceux qui sont concernés, ceux que Moïse appelle la population vulnérable, ceux qui sont vraiment en difficulté, n'y croyaient pas trop. Ce qui fait qu'il n'y avait pas eu réellement d'engouement. Mais quand ils ont relancé une seconde fois, tout de suite, vous avez vu ce qu'il y a eu comme engouement. Et tout le monde s'attend à ce coup de fil. Jusqu'à avant-hier, j'ai eu des gens qui m'ont dit, mais je me suis inscrit, il y a d'autres qu'on a appelés, mais jusque-là, on ne m'a pas appelé. Donc, c'est pour dire combien de fois c'est important pour cette population. Et quand vous écoutez le discours du chef de l'État, comme moi je le disais, il a été très bref sur ce sujet de la question sociale. J'espère que, comme ils l'ont dit dans le programme d'action du gouvernement pour son prochain mandat, c'est prévu un confrère qui me parlait de hautement social. J'espère que ce serait hautement social et ça viendra pallier à ces difficultés. Il est quand même clair que le chef de l'État ne pouvait pas aborder devant la représentation nationale tous les sujets. Non, mais la question sociale elle est déjà prise en compte dans le budget, du quinquennat. Mais s'il y a quelqu'un qui puisse rassurer la population, qui puisse lui dire, rassurez-vous, ce qui vient est beaucoup mieux, ce n'est que le chef de l'État. Alors Moïse, au-delà de ces impacts-là, il y a quand même, je le soulevais tantôt avec Marcel, des PME, des chefs d'entreprise qui ont été soutenus, peut-être pas à hauteur du choc qu'ils ont vécu, mais quand même, ils se sont inscrits, ils ont reçu un peu d'aide. C'est un accompagnement du gouvernement quand même à atténuer le choc de cette pandémie-là sur l'activité économique. Ça dépend de... C'était pas évident.
Qu'est-ce qui n'était pas évident? L'accompagnement du gouvernement. Que le gouvernement accompagne, c'était pas une obligation pour le gouvernement de le faire. Non, c'est un devoir pour le gouvernement d'accompagner. Parce que la création de richesse, ce n'est pas le gouvernement qui le fait, c'est le secteur privé. Donc c'est un devoir pour le gouvernement d'accompagner le secteur privé quand il est en difficulté. Ce n'est même pas un choix, ce n'est même pas de la charité. Mais ça n'a pas été fait sous d'autres cieux, alors on ne va pas leur en vouloir. Sous tous les cieux, ça a été fait. Tous les pays qui ont été impactés par la Covid, le gouvernement a soutenu le secteur privé. Sous tous les cieux. Donc ce n'est pas une prouesse, une exception béninoise. C'est la norme, c'est ce qui doit être. Maintenant, il faut que cet accompagnement-là soit conséquent, qu'il permette à ces entreprises, à tout ce secteur privé dont vous parlez là, de pouvoir non pas forcément se hisser au sommet, mais quand même de survivre à la crise et de reprendre les activités, de remettre les activités à flot. C'est de ça qu'il est question. Mais si l'accompagnement ne suffit pas, on ne va pas non plus en vouloir au gouvernement. C'est-à-dire bon, c'est-à-dire un pas. Quitte aux autres maintenant avec le temps de se remettre en selle. Alors, c'est vrai, l'année 2021 a été une année secouée sur tous les plans, mais on ne va pas dire quand même, sur certains plans, le Bénin s'en est tout de même plus ou moins bien sorti. On évoque par exemple certaines prouesses. Le Bénin en 2021 a fait le rebond. Et en fin d'année, vers la fin d'année, le Bénin a fait une opération inédite également sur le marché financier, une opération historique. C'est quand même autant de choses quand même qui positionnent le Bénin sur le plan international pour montrer toute la crédibilité en termes de gestion de transparence budgétaire. La conséquence logique de toute cette prouesse en griffe dont vous parlez, c'est que les Béninois se sentent mieux, c'est que les Béninois vivent mieux, c'est que les Béninois aient plus d'espoir en des lendemains meilleurs. Ça doit être ça. Si le Bénin fait ces prouesses que vous évoquez si tant, c'est qu'on doit sentir en interne, chacun à son niveau, même s'il n'a pas de l'argent en poche, que ça va de mieux en mieux, ou bien qu'on a des perspectives heureuses à court, moyen et long terme. C'est de ça qu'il est question. Oui, actuellement, les perspectives sont heureuses quand même ça, c'est vous qui le moyen dites. terme. Mais quand au jour le jour, justement, on se rend compte que le taux se resserre, que les prix ne cessent de flamber, qu'on n'a plus tellement de possibilités, disons, de s'en sortir, moi je me pose des questions. Et c'est pour ce que vous évoquez, c'est le gouvernement qui le dit. C'est le gouvernement qui vient dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ouais. La conséquence logique, on ne l'aperçoit pas tant que ça. Donc moi, je mets des réserves sur tout ça. Marcel. Non, vous voyez, quand moi j'ai écouté le chef de l'État, je ne lui reproche pas de n'avoir pas touché tous les sujets, mais comme je le disais, c'est juste que ces questions que j'appelle priorités, telles que les questions d'ordre politique qui ont été de façon très très brève. Nous aussi, on ne va pas en parler. On va pas en parler ici non plus. Ensuite, la question sociale. Il l'a survolé. Il fallait, au fait, cet exercice, c'est pour remettre le peuple, à mon avis, en confiance, de montrer qu'il y a des difficultés. Certes, vous essayez de lister tout ce qu'on a vécu pendant l'année et ce qui est prévu pour l'année. Et j'ai comme l'impression que sur ces 2 ou 3 dernières années, cet exercice vient simplement nous présenter le point de vue du chef de l'État. Pourquoi parler de ce qui est fait? Tout le monde a constaté ce qui est fait, on ne va pas revenir là-dessus. Peut-être ce qui est prévu, encore que là, c'est prévu et c'est connu à travers le programme d'action. Vous savez, combien des Béninois n'ont pas toute l'information de ce qui est fait? Je vais vous donner un exemple banal du discours. Le chef de l'État, quand il parlait du renforcement des moyens pour nos forces militaires, vous voyez, par exemple, c'est une information. Vous avez la situation que nous vivons aujourd'hui dans le nord du Bénin, auquel on ne s'attendait pas, parce que tout le temps, on s'est dit, nous ne sommes pas concernés par cette situation, alors qu'à un moment donné, c'est devenu un phénomène sous-régional. Où le Bénin également est. Donc, le chef de l'État a quand même donné une très bonne information que le commun des Béninois, ce n'est pas une information qui circule où on sait que, parce qu'il y a des gens qui ont vu les leurs, qui font partie de ces forces-là, qui aujourd'hui ne vivent plus, qui ont été victimes de cette situation. Et demain, on ne sait pas ce qui peut arriver. Imaginez peut-être un Béninois qui a ses parents qui sont toujours dans cette force-là. Aujourd'hui, quand ils entendent que cette force a été beaucoup plus renforcée, équipée mieux pour faire face à cette situation, ça les met en confiance parce qu'ils vont dire désormais mon parent, mon proche qui fait partie,
on peut toujours avoir confiance et ne pas s'attendre à cette situation parce que ce n'est pas toujours un événement heureux quand nous passons tout le temps à dire que nous ne sommes pas concernés et que du jour au lendemain on se retrouve, ça nous tombe dessus. Voilà par exemple des sujets sur lesquels. Donc de la même manière, on aurait pu donner beaucoup plus d'informations aux Béninois sur les sujets beaucoup plus sensibles. La question sociale, vraiment ça fait partie des questions qui intéressent. Oui, mais en termes de questions sociales, on a annoncé l'augmentation des salaires, par exemple, en Conseil des ministres, qui va intervenir d'ici avril. Mon confrère ne serait jamais d'accord avec vous et moi non plus. Et vous le voyez sourire d'ailleurs. Parce qu'il y a combien de Béninois qui sont dans la fonction publique? Mais si le salaire du travailleur de la fonction publique augmente, forcément cela va se répercuter sur la bonne dame au marché, non? On est d'accord? Oui, ce n'est qu'à un faible pourcentage. Parce que la création de la richesse, quand vous ne soutenez pas ça de façon générale, de sorte à faire que la grande majorité de la population puisse bien se sentir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, quand on veut faire des estimations, je n'ai pas ces chiffres, est-ce qu'on est en mesure de dire que 40% par exemple, vous voyez encore qu'on est en deçà de la moyenne de la population béninoise se sentent mieux? Non, je ne pense pas. Donc, face à cette difficulté, même si on n'est pas sûr de le faire de façon immédiate, le fait déjà de rassurer, de montrer que déjà le programme d'action du gouvernement a prévu pas mal de choses, parce que je ne sais pas, d'abord quand vous prenez le taux de la population béninoise qui est aujourd'hui en mesure d'aller lire régulièrement tout ce qui est prévu dans ce budget pour savoir à quoi s'attendre, c'est très faible. Donc, il revient au chef de l'État, parce que c'est un exercice auquel tout le monde s'attend à écouter le chef de l'État, qu'est-ce qu'il a prévu, qu'est-ce qu'il va nous dire d'intéressant. Et quand tout le monde le voit finir, repartir sans satisfaction, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très intéressant. Moïse, on a serré la ceinture. À partir de 2022, on va commencer à la desserrer un peu quand même, parce que c'est un mandat dit hautement social. C'est un mandat qui a commencé déjà sur le plan social avec des annonces quand même fortes, comme l'augmentation des salaires. Boisset disait que vous ne serez pas d'accord avec moi. Je sens que vous serez d'accord. Vous faites bien de le dire, c'est une annonce. Qui va intervenir. On sait quand même que quand le chef de l'État, en tout cas ce gouvernement, quand ils font des annonces, ils travaillent quand même à honorer. Ah bon? Oui. Ah d'accord, je ne savais pas. Ce qui est sûr, j'ai constaté qu'il y a une annonce. J'attends la concrétisation de l'annonce. Cela dit, les augmentations annoncées, c'est dans quelle portion, c'est quel pourcentage? Est-ce que c'est 0,25%? Est-ce que c'est 500 francs? Est-ce que c'est 1000 francs? Est-ce que c'est 10 000? Est-ce que c'est 20 000? On attend de voir ce que ça va donner. Tout compte fait, c'est déjà bien d'avoir l'intention d'augmenter. Maintenant, il faut augmenter de manière raisonnable et substantielle pour que les gens sentent qu'il y a un plus dans leur vie. Mais au-delà du secteur public, il faut aussi penser aux gens du secteur privé. Vous allez voir là déjà qu'il y a des écueils. Parce que le porte-parole du gouvernement dit qu'ils n'ont pas la main à ce niveau, qu'ils vont seulement discuter avec le patronat. Et ça va être là. Donc le patronat n'est pas forcément lié par cette discussion, alors que c'est là qu'il y a la grande masse des travailleurs. Et on connaît tout ce qu'il y a comme travail, comme écueil au niveau du secteur privé pour ce qui est justement des droits des travailleurs. Donc quand on ne fait rien de ce côté-là, qu'on veut seulement discuter, je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire à ce niveau pour redonner le sourire aux gens. Pour redonner le sourire aux gens. Et on va finir là-dessus. Dans le discours du chef de l'État, il a abordé deux défis majeurs. Marcel a commencé à en parler déjà. Le défi sécuritaire et le défi sanitaire auquel on fait face aujourd'hui, Covid-19. Il faut aller très vite à la vaccination, à la couverture vaccinale intégrale, très vite. Mais les Béninois sont encore réticents à se faire vacciner. Sur le plan sécuritaire, on subit la menace terroriste de plus en plus. Un travail se fait également pour apporter de l'aide aux forces de sécurité et de défense. Quelle est la lecture que vous faites de ces deux défis-là? Pour le défi sanitaire, si le gouvernement estime que c'est la vaccination qui est le moyen le plus sûr, c'est à lui de rassurer les gens. Alors, si les gens ne sont pas rassurés, ils n'iront pas vers la vaccination. Donc il faut les rassurer suffisamment de ce qu'on leur propose, que c'est le meilleur choix et qu'il comporte moins de risques possibles pour eux. Quand on ne le fait pas, ne soyez pas surpris que les gens soient réticents. Donc c'est le gouvernement qui a toutes les informations sur sa table et qui estime que les populations n'encourent pas de risques majeurs en allant se faire vacciner. Donc c'est à lui de rassurer, de trouver les moyens pour ça. Quant au défi sécuritaire, il est là à nos portes. On le craignait depuis, mais voilà qu'on fait face à cette affaire-là. Au-delà de la réponse militaire,
je pense qu'il faut aussi activer suffisamment le renseignement. Parce que le terrorisme, c'est un ennemi invisible. Il est avec vous tous les jours, mais vous ne savez pas qu'il est votre ennemi. Et quand il frappe vraiment. Donc il faut suffisamment activer le renseignement de sorte à prévenir au lieu de riposter après. Et c'est une riposte sous-régionale et internationale. Ça va être limité à l'échelle du Bénin simplement. Donc il faut travailler en symbiose. Certains ont souhaité que le Bénin soit intégré dans le G5 pour pouvoir faire face à cette menace. C'est une possibilité, mais l'important c'est que ça se fasse au niveau du renseignement à l'interne et également à l'international et également au niveau de la riposte, que ce soit aussi à l'interne et à l'international. Ce n'est que par ces biais-là que nous pouvons venir à bout de cet ennemi qui, ma foi, justement, est déterminé à nous frapper. Déterminé à nous frapper. Martial, quels sont les enjeux aujourd'hui? La question sécuritaire, elle est importante, autant que la question sanitaire. Mais d'abord, au niveau de la question sanitaire, je pense que jusque-là, ce qu'on a fait, il faut déjà saluer l'effort. Parce que j'avoue, déjà à nos portes, le variant Omicron est là. Mais chez nous, on ne l'a pas de façon officielle. On ne l'a pas. Cela veut dire que ce qui a été fait jusque-là, ça a porté ses fruits. Parce que déjà, dans les pays voisins, on entend parler de ce variant-là. Voilà. Et que chez nous, qu'on n'en parle pas. Alors que nous, on n'a même pas pris la peine de fermer nos frontières. Je prends par exemple le cas du Togo qui et pourtant a fermé ses frontières, a pris des mesures et pourtant est en train de vivre la situation. Cela veut dire que les mesures et les dispositions qui ont été prises depuis un certain temps ont porté leurs fruits. Mais est-ce qu'il faut dormir sur nos lauriers? Est-ce qu'il faut croiser les bras? Non. Je crois que les autorités ont pris. Maintenant, en matière de vaccination, puisqu'il a été montré qu'on n'a jamais eu les cas graves quand on est vacciné, il faut pouvoir communiquer parce que dans le même temps, vous voyez, il y a de ces informations parallèles qui ne sont jamais officielles, mais qui circulent énormément avec les réseaux sociaux, qui font état de ce qu'il ne faut pas vous vacciner, vous avez des conséquences. On entend pas mal de choses, mais est-ce qu'il faut continuer à croiser les bras, ne pas agir pour aller contre? Parce qu'aujourd'hui, la désinformation va beaucoup plus vite. Donc, il revient à l'État de trouver les mesures pour rassurer les gens, pour les mettre en confiance, pour qu'on aille plus à la vaccination. J'ai entendu le chef de l'État parler de la vaccination de masse. Oui, c'est bien, mais est-ce que les gens se sentent en confiance pour y aller? Je pense qu'il y a ce travail qui est en train de faire déjà, qui est en train d'être fait, notamment avec les têtes couronnées et autres. Voilà, amener la grande majorité à aller vers la vaccination. Par contre, en ce qui concerne aujourd'hui la question sécuritaire, pendant longtemps, vous savez, on a toujours sous-estimé ce sujet parce qu'on se dit on n'est pas concerné, le Bénin. Mais depuis un certain temps, on s'est rendu compte. Et les premiers signes qu'on a eus, c'était la mort du guide touristique à l'époque. Et on n'avait pas, malgré ça, on n'avait pas vraiment pris les choses et on s'est senti. Ce n'était pas que ces djihadistes attaquaient directement le Bénin, mais il paraît que le Bénin était pour eux la zone de retranchement où ils pouvaient se replier. Mais est-ce qu'il faut les laisser continuer? Et vous avez vu comment c'était sur une question de contrôle de routine des forces armées qui sont tombées et ça a fait des victimes. Et depuis, le Bénin a pris d'autres dispositions. Aujourd'hui, c'est heureux quand j'entends nos correspondants, nos confrères journalistes du Niger qui montrent que le Bénin était obligé tout au long de sa frontière de rapatrier les Nigériens qui étaient installés pour créer une sorte de vide, pour s'assurer que dans cette zone, il n'y a personne. Parce que souvent, la stratégie utilisée par ces djihadistes, c'est qu'ils se mêlent un peu à la population de sorte qu'on n'arrive pas à les identifier. Mais si on sait que dans cette zone sensible, dans cette zone critique, il n'y a plus de personnes, puisqu'en plus, ce ne sont pas des Béninois, c'est des Nigériens qui sont venus s'installer. On peut facilement constater et sécuriser cette zone. Et c'est déjà heureux que le Bénin ait pris cette disposition pour le faire. Voilà, déjà. Ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, dans le discours du chef de l'État, on l'a pu l'entendre, il y aura beaucoup plus de moyens désormais. Oui, il a vraiment développé cette question et tout le monde a apprécié cette question, mais il y a toujours ce point d'interrogation. Est-ce que c'est ça? Marcel Retour, merci le Bénin. Voilà. Merci d'être passé, merci pour ce décryptage. Moïse de Souvon, merci également pour votre éclairage et pour vos analyses. On installe tout de suite le dossier de la semaine. En
parle à présent du nouveau Code général des impôts adopté en décembre dernier et notamment des innovations que ce code apporte, entre autres dans le secteur du numérique. On suit cet élément témoin, le temps d'installer notre invité. Comme son nom l'indique, ça codifie les pratiques. Ça a l'avantage de montrer clairement ce qui peut être fait, ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. À côté de tests épars qui gouvernaient le secteur pendant toutes ces années-là, aujourd'hui, il y a une législation en bonne et due forme qui vaut Code général des impôts. Donc, les pratiques sont renseignées. Qu'est-ce qui doit être fait? Dans quel délai? Par qui? À quelle occasion? Vous avez ça dans ce code-là. Et c'est une avancée. C'est une marque de transparence que le ministère des Finances et le gouvernement dans son ensemble ont porté pour que les opérateurs économiques, les contribuables, sachent ce qui est attendu d'eux, mais sachent également ce qu'ils peuvent exiger de l'État. Et ça, c'est une avancée remarquable. Et voilà qui installe notre plateau. Notre invitée sur ce plateau donc est la chef du service de la législation et de la coopération internationale à la Direction générale des impôts, Madame Ida Abloutan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Et pour m'accompagner dans les échanges ce matin, Rodrigue Babagbeto, toujours en place. Evariste Balogun, toujours en place, vous l'avez dit, mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous savoir des nôtres. Alors, s'il y a une action à mettre à l'actif de l'année 2021, eh bien, c'est la révision du Code général des impôts, un code qui a été voté le 9 décembre dernier et aujourd'hui, le Bénin dispose, on peut le dire, d'un nouveau Code général des impôts promulgué le 23 décembre. Alors, Madame, merci d'être présente sur ce plateau. Dites-nous, était-il indispensable d'en arriver à la relecture de ce code? Merci beaucoup. C'était plus qu'indispensable, je vais dire, parce que le Code général des impôts qui était en vigueur regroupait un certain nombre d'impôts, un certain nombre de textes, pardon. Il faut dire que c'est un code qui est vieux de plus de 50 ans. Okay. En fait, ce code est issu de la loi du 31 décembre, la loi 64-35 du 31 décembre 1964, oui, ainsi que de l'ordonnance numéro 2 du 10 janvier 1966. Et donc, c'est le regroupement de ces deux lois qui faisaient le Code général des impôts, mais qui a été modifié au fur et à mesure par les lois de finances successives. Et ces lois de finances, justement, ont alourdi le Code général des impôts, c'est-à-dire l'intégration de ces lois de finances successives ont entraîné une certaine complexification du Code général des impôts. Voilà. Et donc, le nouveau Code a voulu moderniser, c'est décomplexifier, exactement. Du coup, le nouveau Code est plus léger, vous voulez dire? Est plus léger. Il faut aussi dire que nous avons un livre de procédure fiscale, et ce livre-là, qui a été élaboré depuis 2005, avait été tiré des dispositions du Code général des impôts. Mais au fur et à mesure que les lois de finances ont été prises en compte dans le Code général des impôts, le livre de procédure fiscale, lui, n'a pas été touché. Donc, il faut préciser que la loi actuelle qui a été votée n'a pas consisté uniquement à modifier le Code général des impôts, mais elle a également pris en compte une réécriture du livre de procédure fiscale. Très bien, une réécriture du livre de procédure fiscale. Et justement, dans ce nouveau code qu'on a, il y a tout de même des termes qu'on veut bien comprendre lorsqu'on parle par exemple de fiscalité de développement de services des citoyens. Que comprendre par cela? Déjà, même avant d'aborder la question, je voudrais juste également préciser que l'actualisation du code a également visé à modifier certaines terminologies que nous avions héritées du colon. Donc, c'était très important parce que il y avait des trucs qui étaient suffisamment désuets, suffisamment caducs, mais que nous traînions également. Et pour en revenir à votre question, d'abord, quand on parle d'une fiscalité de développement, je pourrais dire que c'est celle-là qui vise non seulement à promouvoir les entreprises, mais tout en assurant la mobilisation des ressources, des recettes de l'État. Et nous pourrions dire sans détour que le code actuel
a atteint cet objectif de mettre en place une fiscalité de développement. Pourquoi? Parce que ces objectifs étaient quoi? D'abord, de sécuriser les recettes de l'État. C'est-à-dire, à travers la réécriture des dispositions, l'objectif a été de sécuriser les recettes de l'État, d'harmoniser les procédures, de clarifier certaines dispositions qui n'étaient pas comprises de toutes, parce qu'on s'est rendu compte que la mauvaise compréhension, la méconnaissance de certains textes dû à ce flou, à cette complexification, faisait que aussi bien l'administration fiscale que les contribuables avaient du mal à mettre en application certaines dispositions du Code général des impôts. Également, comme objectif, le Code a visé à améliorer le climat des affaires, c'est-à-dire de par les exonérations qu'elle a prévues, de par la clarification de certaines procédures, l'investisseur se sent suffisamment à l'aise parce qu'il comprend, il maîtrise comment son impôt est calculé, ce qui fait que le développement, c'est-à-dire la promotion de l'entreprise qui est visée, on peut dire que ce code-là est suffisamment outillé quand même pour... Derrière, il y a une sorte de transparence qui est mise en place. Exactement, c'est-à-dire les dispositions sont clarifiées, sont modernisées pour rester collées à l'évolution de la fiscalité au plan international. Alors, est-ce que c'est la clarification des termes qui est la seule innovation contenue dans ce code? Quelles sont les autres innovations contenues dans le nouveau Code général des impôts? Le Code général des impôts compte 657 articles, donc on a beaucoup d'innovations qui ont été faites. Mais pour en citer quelques-unes, nous avions ce que nous appelons l'impôt sur le revenu des personnes physiques. C'est un impôt qui est prévu normalement pour être un impôt, je vais dire globalisant, c'est-à-dire qui puisse imposer tous les revenus d'une personne physique. Mais à l'application, face aux difficultés rencontrées non seulement par l'administration fiscale, mais également par les contribuables même dans la mise en application des dispositions, aujourd'hui cet impôt a été supprimé. Donc l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'IRPP, a été supprimé pour donner naissance à 4 différents impôts cédulaires. Est-ce à dire que le seul impôt qu'est l'IRPP est supprimé pour 4 autres? Oui, pour 4 différents impôts. En fait, l'IRPP regroupait ces 4 impôts-là. C'est-à-dire quoi? Pour expliquer rapidement, lorsque vous avez un revenu foncier, c'est-à-dire vous avez des maisons que vous avez mises en location, vous avez un revenu dessus, dans le même temps, vous avez peut-être des dividendes d'une société dans laquelle vous avez des actions. L'IRPP était prévu pour imposer globalement les 2 revenus-là ensemble. Maintenant, mais aujourd'hui, ça a été séparé, c'est-à-dire lorsque on prend vos revenus fonciers, on les impose. Là, nous avons l'impôt sur, sur les revenus fonciers, l'IRF, qui est imposé à part. Nous avons l'impôt sur les traitements et salaires, c'est-à-dire ce que nous appelions IRPP, traitements et salaires, qui est imposé à part. Nous avons également l'impôt sur les revenus des créances, c'est-à-dire lorsque vous faites des dépôts au niveau des banques, vous avez des intérêts dessus. Ces intérêts-là seront également imposés à part. Et enfin, nous avons un nouvel impôt qu'on appelait l'impôt sur les bénéfices des affaires, qui est applicable aux personnes physiques. Donc, en fait, pour ne pas attendre, c'est-à-dire cette distinction permet d'imposer plus facilement le contribuable. Il sait tel impôt que je dois, je le paye du fait de tel produit dont je bénéficie. Autrement dit, en simplifiant ainsi, ou en catégorisant ainsi, on peut se retrouver à payer plus qu'on avait l'habitude de payer auparavant. Non, non, pas forcément. Il y a de nouvelles taxes qui vont s'ajouter. En fait, le taux de l'impôt dans le temps avait été fixé en prenant tout ça en compte. Maintenant, aujourd'hui, les taux ont été réaménagés. Alors, par exemple, je prends les impôts sur salaire. Aujourd'hui, le barème a été réaménagé. Avant, c'est jusqu'à 50 000 francs que vous étiez exonéré des impôts sur salaire. Aujourd'hui, c'est à partir de 60 000. Et également, le barème à taux progressif également a été revu. Intéressant. Et justement, dans ce cadre, on avait les abattements pour les nombres d'enfants à charge qui ont été supprimés du fait que, il semblait y avoir une petite
inégalité entre les hommes et les femmes qui travaillent parce que, bon, on l'appliquait, voilà, les femmes, non. Donc, pour quand même aplanir un peu la situation, ces réductions, les abattements là ont été supprimés, mais les barèmes ont été revus en conséquence. Très bien, les barèmes ont été revus en conséquence. Et justement, dans ce nouveau code général des impôts, vous pensez aux PME et PMI en introduisant le dispositif fiscal de mesures incitatives, en particulier pour ceux du secteur du numérique. Dites-nous, on sait tout de même que depuis 2016, le gouvernement met un accent particulier sur le numérique, mais pourquoi est-ce maintenant qu'on décide d'appliquer des mesures incitatives aux PME et PMI de ce secteur? En fait, comme vous l'avez dit, le gouvernement a toujours voulu, dans son plan d'action, mettre un accent particulier sur le secteur du numérique. Oui. Et si aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on a mis en place ces mesures incitatives, c'est que c'était déjà pensé depuis un moment. Et on a voulu profiter du Code général des impôts pour les intégrer au Code général des impôts. Et pour l'avoir intégré, d'accord, est-ce à dire que le secteur numérique a une certaine importance pour l'économie béninoise? Ah oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, que ce soit au Bénin ou, je vais dire, partout ailleurs, le numérique, je pense que nous ne pourrons pas nous en passer réellement. Parce que, même si l'exemple n'est pas forcément le meilleur qu'on puisse donner, dans cette période de pandémie de la COVID-19, on s'est rendu compte que l'économie numérique a pris une ampleur phénoménale, surtout avec le commerce électronique. Les contacts physiques étant supprimés, c'est aujourd'hui le numérique qui nous permet de garder le contact avec nos proches. Et dans le même temps, le numérique aujourd'hui permet l'automatisation des entreprises, et elle permet le télétravail et tout. On sait que dans votre direction, il y a eu... Exactement, voilà, nous sommes en pleine période de réforme. Vous avez les téléprocédures, les télépaiements. Donc l'économie numérique aujourd'hui, pour suivre le programme d'action du gouvernement, en fait, c'est de faire le tout possible pour que le Bénin soit quand même l'un des pays phares en matière du numérique. Et à quoi doivent s'attendre les startups comme avantage avec ce nouveau code, justement, général des impôts? Les startups aujourd'hui, avec le code général des impôts, bénéficient déjà au cours de leurs 2 premières années d'activité de l'exonération en matière d'impôts sur les sociétés. Okay. Donc pendant 2 années, elles n'auront pas à payer les impôts sur les sociétés. Même chose pour le versement patronal sur les salaires. Donc pendant 2 années, elles n'auront pas à payer également le versement patronal sur salaire. Et enfin, au titre de la 3e année d'activité, elles bénéficient d'une réduction de 50% de ces impôts-là. C'est-à-dire les 2 premières années, elles sont exonérées. La 3e année, elles sont exonérées à 50%. Donc c'est à partir de la 4e année en réalité qu'elles auront à payer les impôts. Comment est-ce qu'on est certain qu'en 4 ans, avec ces avantages que vous offrez justement aux startups, elles peuvent réussir à avoir ce qu'il faut pour pouvoir désormais payer les impôts comme cela se doit? Oui, en fait, c'est vrai que la période d'incubation des startups, elle est relativement un peu longue, mais elles ont une certaine capacité à connaître une croissance suffisamment rapide. C'est-à-dire, c'est la période de développement. La période de développement d'idées novateurs qui prend du temps. Mais lorsque ces startups-là arrivent vraiment à découvrir quelque chose de nouveau, il y a une capacité de croissance très rapide qui leur permet quand même D'accord, mais il y a certains qui diront peut-être qu'il faut tout de même au moins 5 ans ou 6 ans peut-être avant de pouvoir être suffisamment stable pour justement faire face aux différentes taxes. Oui, mais justement également, il faut que l'impôt soit, la fiscalité doit être également un peu doit être juste en fait. C'est-à-dire, nous disons l'équité et la justice fiscale. Donc, il faudrait que les startups étant, je vais dire plus ou moins un peu comme toutes les autres sociétés, il ne faudrait pas aussi que les avantages qu'on doit leur accorder soient de nature à être... Il ne faut pas créer des jaloux. Exactement, donc il fallait quand même qu'on puisse... parce que la preuve, lorsque vous n'êtes pas une startup, lorsque vous êtes une nouvelle entreprise, vous ne bénéficiez que de 25% d'abattement au titre de la première année.
Donc, alors que eux, ils bénéficient d'une exonération totale. Donc, voilà. Et justement, pour bénéficier de tout ça, toutes les startups sont-elles éligibles? Peuvent-elles bénéficier justement de ces avantages, ou il y a des critères précis? Il y a des critères qui sont prévus pour pouvoir bénéficier de ces avantages. Déjà, il faut être constitué en société. C'est-à-dire la start-up doit être constituée en société. Il ne faudrait pas que ce soit une personne physique. Également, il faut que la start-up puisse réaliser un chiffre d'affaires compris entre 0 et 100 millions de francs. La première année ou déjà à partir de la 3e, 4e année? Non, la première année, oui. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir avoir un chiffre d'affaires, je dis au moins prévisionnel, compris entre 0 et 100 millions de francs. La fourchette est suffisamment large parce que déjà, même les entreprises qui ne sont pas des start-up, entre 0 et 50 millions sont déjà à la taxe professionnelle synthétique. Donc il faut avoir entre 0 et 100 millions de francs. Et enfin, être labellisé. En fait, la labellisation, c'est quoi? C'est un processus qui permet à la start-up d'avoir un document qui la reconnaît comme étant une start-up suffisamment bien constituée, régulier et tout, parce que et c'est vrai que ça, c'est un travail qui est fait au niveau du ministère de l'économie numérique. Mais ce travail-là doit être fait pour qu'on ait un document, pour qu'il soit reconnu comme une start-up. Mais du moment où c'est créé en société, du moment où c'est une société, c'est reconnu par la direction des impôts. Oui. Elle va se déclarer normalement et tout, mais pour pouvoir bénéficier des avantages, la loi lui fait l'obligation d'être labellisée. Il y aura très bientôt un décret qui va fixer les conditions à remplir pour être labellisé. Et quel objectif concrètement est-ce que vous, en tant que chef du service législation, visiez en donnant ces avantages-là aux startups? Bon, ce serait trop dur de dire que le chef du service de la législation... Bon, on va dire la direction générale des impôts alors. Exactement, et puis le gouvernement en fait, c'est toujours pour rester dans cette ligne de pouvoir promouvoir le numérique dans notre pays. Et êtes-vous certain qu'avec ces avantages que vous offrez, l'objectif sera atteint? Ou sur quelle période est-ce que vous projetez justement pour constater réellement l'impact de ces nouvelles mesures? Bon, déjà, nous pouvons dire que nous sentons que le besoin est là parce qu'il y a assez de start-up qui sont dans les incubateurs aujourd'hui. Et on sent, en ces jeunes pousses-là, la volonté d'aller de l'avant, la volonté quand même de s'affirmer, de grandir. Donc, on espère qu'au début, leur offrir ces facilités-là au début de leurs activités va leur permettre de survivre, de pouvoir prendre le temps vraiment d'éclore et puis se développer réellement. Mais je m'interroge, vous avez, bon, je dis vous, de façon générale, il faut dire, tout ceci a été pensé au profit des startups, mais est-ce que les startups, ou plutôt ceux qui ont ces startups ont été impliqués dans la mise en œuvre de tout ceci? Parce qu'on peut mettre en place des réformes et ne pas consulter les acteurs même. Et mieux, ces réformes peuvent ne pas forcément être la réponse à leurs besoins ou à leurs attentes. Lorsque l'administration fiscale veut souvent faire ses travaux de modification, bien de mettre en place certaines mesures, souvent nous travaillons avec les ministères sectoriels. Donc c'est en travaillant avec le ministère de l'économie numérique que ensemble ces mesures sachant que par ricochet, le ministère de l'économie numérique aurait déjà pris langue avec... Exactement. Il y a déjà eu certains échanges qui ont été faits en amont. Et c'est les résultats que nous avons étudiés ensemble avec le ministère. Merci Ida Blotan d'être venue. On vous offre l'occasion de dire un mot de fin rapidement avant qu'on ne close. Déjà, je voudrais vous remercier. Également, vous remercier d'accompagner la Direction générale des impôts dans sa mission de sensibilisation, dans sa mission de mobilisation des ressources de l'État. Merci à vous, Ida Blotan.
Enfin, c'est notre devoir de vous accompagner, de toujours chercher à comprendre avec vous. Je rappelle que vous êtes la chef du service de la législation et de la coopération internationale à la Direction générale des impôts. Merci d'être passé. Merci, je vous remercie. Rodrigue Babagweto, on va se dire à très bientôt. Et surtout, on va se dire bonne année quand même. Ah oui, bonne année à Madame Abloutan, bonne année à vous. Merci bien, meilleure vie à vous aussi. Eh bien, on espère que cette année sera fructueuse pour tous et pour tous. Merci pour votre aimable attention. Ce sera donc tout pour Wikeko de ce dimanche. Portez-vous bien. Cette émission est à retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj, mais également sur les pages Facebook de Bénin Business 24 et de votre émission Wikeko. Portez-vous bien, heureuse année et à très bientôt.